C'est un paradoxe assez fascinant de notre époque. On n'a jamais eu autant de diplômés, d'experts, de gens brillants, informés, et pourtant, face aux grandes crises qui nous secouent, on a souvent l'impression d'un grand silence, un silence presque assourdissant. Alors, d'où vient ce décalage? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour bien saisir ce qui cloche, il faut peut-être se rappeler de l'idéal. Le philosophe Antonio Gramsci y parlait de l'intellectuel organique. C'est une belle image en fait, c'est l'idée que le savoir, ce n'est pas juste un truc à accumuler pour soi. Non, c'est un outil pour connecter les idées au monde réel, pour donner du sens à ce qu'on vit tous ensemble. Bref, pour être une sorte de conscience éclairée pour la société. Et c'est là que notre analyse commence vraiment. Si cet idéal semble si lointain aujourd'hui, ce n'est pas juste une somme de choix individuels, un manque de courage généralisé. L'hypothèse est plus dérangeante. Ce serait le résultat d'un système qui, tout doucement, fabrique cet empêchement, ce silence. Et la première pièce à conviction, on la trouve là où tout commence, sur les bancs de l'école et de l'université. C'est là que les toutes premières fondations de cet intellectuel un peu entravé seraient posées. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces 4 points forment un tout cohérent. D'abord, on nous apprend des matières en silos, bien séparées, sans jamais vraiment faire les ponts entre elles. Ensuite, on est surtout formé à bien restituer le savoir, pas à le remettre en question. Puis, on nous apprend à séparer la raison froide des émotions, comme si sentir était l'ennemi de la pensée. Et enfin, on apprend à développer une critique super pointue, mais qui reste un exercice de style, sans jamais chercher à changer le réel. Michel Foucault l'avait dit avec une formule assez terrible mais juste. L'école fabrique de la docilité cognitive. En d'autres termes, le but caché du système n'est pas tant de former des esprits libres que les esprits qui sont très très performants, mais à l'intérieur d'un cadre qu'on leur a donné. Ça produit d'excellents exécutants, mais pas forcément des penseurs autonomes. Bon, une fois que l'éducation a posé ses bases, le travail continue à l'intérieur de nous. Des barrières psychologiques se construisent petit à petit. On passe de l'extérieur à ce qui se joue dans nos têtes. Et ça, c'est un mécanisme psychologique vraiment clé. Au lieu de voir le savoir comme un pont vers le monde, vers les autres, on peut s'en servir comme d'une forteresse. On accumule des connaissances, des théories, non pas pour engager avec le réel, mais pour s'en protéger. La connaissance devient alors une sorte de refuge bien confortable contre l'incertitude et l'angoisse du monde. Et à ça viennent s'ajouter d'autres poids. Il y a l'anxiété qui vient avec le fait de savoir et donc de se sentir responsable. Il y a cette peur paralysante de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Il y a aussi une sorte d'épuisement émotionnel, à force d'être bombardé d'informations sur les malheurs du monde. Et puis, le plus subtil peut-être, cette lucidité qui devient si grande qu'elle se transforme en une sorte de mélancolie, un sentiment que tout est trop compliqué pour agir. Le conditionnement interne, c'est une chose. Mais il ne faut pas oublier que la société, elle aussi, dresse des murs bien concrets. Regardons un peu les pressions qui viennent de l'extérieur et qui poussent au silence. Le point important, c'est que ces 3 forces jouent ensemble. D'un côté, le monde universitaire qui récompense surtout les publications pour les autres chercheurs et pas vraiment l'engagement dans le débat public. De l'autre, prendre la parole sur des sujets qui fâchent, ça peut exposer à de vrais risques, pour sa carrière, voire plus. Et pour finir, il faut dire que le débat public est devenu tellement violent, tellement polarisé, que se retirer du jeu, se taire, ça devient une option vraiment très tentante. Il y a une autre dimension, plus profonde, presque existentielle. C'est le simple poids de la connaissance elle-même, quand on la prend vraiment au sérieux. C'est un peu le paradoxe tragique de la lucidité. Plus on creuse, plus on comprend les mécanismes du monde, et plus on voit à quel point c'est complexe, injuste, parfois sans issue. Et cette vision d'ensemble, loin de donner de l'énergie, elle peut provoquer une sorte de vertige. Un sentiment d'être écrasé par l'immensité de la tâche qui peut mener à jeter l'éponge en silence. Ce concept, il est vraiment au cœur de l'analyse. Il s'inspire d'une idée en psychologie, l'impuissance apprise. Ici, l'impuissance n'est pas un manque de pouvoir réel, c'est une conclusion logique tirée d'une analyse trop fine de la situation. C'est l'intelligence elle-même qui conclut que l'action est vaine. Et donc, se retirer devient une stratégie pour se protéger d'un échec qu'on croit inévitable. Alors si on met tout ça bout à bout, l'éducation, la psychologie, les pressions de la société, le poids du savoir, à la fin, quel portrait ça dessine? À quoi il ressemble cet intellectuel empêché? Eh bien, d'abord, c'est quelqu'un qui a une intelligence très aiguisée, entraîné à décortiquer les problèmes les plus complexes, mais cette intelligence a été comme coupée de sa finalité pratique, de sa capacité à transformer les choses. C'est une personne qui a emmagasiné une montagne de connaissances, de données, de livres, mais tout ce savoir n'a pas provoqué l'étincelle. Il ne s'est pas transformé en un éveil, en une prise de conscience de son rôle à jouer dans le monde. C'est aussi la figure de la critique pour la critique. Une posture souvent brillante, très élégante intellectuellement, mais qui flotte au-dessus du monde, sans jamais se mouiller, sans jamais prendre le risque de s'engager pour de vrai. Et enfin, c'est une lucidité qui a perdu son élan vital. Une vision très claire de la réalité, mais qui,
au lieu de nourrir la colère ou l'espoir, finit par déboucher sur une sorte de tristesse résignée. Le sentiment que, de toute façon, les dés sont déjà jetés. Et voilà le diagnostic final, en quelque sorte. Le système a parfaitement réussi à transmettre l'information, les données. Mais il a échoué à transmettre le souffle, le pourquoi, le désir qui va avec. Le savoir est là, il est intact, mais il a été un peu vidé de son âme, de sa capacité à nous mettre en mouvement. Tout ce décryptage nous laisse donc avec une question immense, qui nous concerne tous. Face à un savoir qui peut autant nous libérer que nous paralyser, comment on fait pour lui redonner de la vie, pour lui réinsuffler un sens de l'action, et peut-être un horizon commun? La question, bien sûr, reste ouverte.